Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous retrouvons ce dimanche matin pour la première partie d'une rencontre exceptionnelle avec le maître tibétain Mingyur Rinpoché. Avant d'évoquer son parcours à travers son enfance, mais aussi ses expériences de méditation, notamment sa dernière retraite en solitaire, je vous propose de découvrir des images de Vajradharaling, en Normandie, où nous avons réalisé cet entretien en août 2016. Elles sont signées Claude Darmon. Quelques centaines de personnes se sont réunies autour du maître tibétain Mingyur Rinpoché pour recevoir ses enseignements. Nous avons eu l'immense plaisir de le rencontrer pour sa première visite en Occident, après sa sortie de retraite en solitaire de 4 ans en Inde. Nous nous retrouvons donc ici à Vajradharaling, en Normandie, non loin de Lisieux, et je vous propose de partir dès à présent à la rencontre de notre invité, Mingyur Rinpoché. Yongey Mingyur Rinpoché, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes maître et moine bouddhiste appartenant aux deux lignées, Nyingma et Karma Kagyu du bouddhisme tibétain. Et en parallèle de votre parcours très riche sur lequel nous allons revenir aujourd'hui, vous avez fondé un réseau de centres et de groupes de pratique du bouddhisme appelé Tergar Meditation Community. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Thank you. Alors comme je le disais, nous allons aborder votre parcours et votre enfance. Quels souvenirs en gardez-vous ? Je suis né dans les montagnes de l'Himalaya, de très belles montagnes. Nous avons les 8 sommets les plus hauts du monde. Et je suis né dans un endroit merveilleux. Et j'avais une très belle famille aimante. J'ai un très bon souvenir de mon enfance. Tous les étés, je vivais dans mon village, dans les montagnes, et j'allais à Katmandou, la capitale du Népal. C'était l'hiver. Et l'hiver, je passais avec mes parents, mon père, ma mère, parce que mes parents ne voulaient pas passer l'hiver dans Katmandou parce qu'il faisait trop chaud, l'été pardon, dans Katmandou parce qu'il faisait trop chaud. Donc on montait dans les montagnes, c'était merveilleux. Alors votre père était un grand maître de méditation. Quel souvenir est-ce que vous gardez de vos liens avec lui, à la fois de manière affective et spirituelle ? D'une manière générale, je me considère comme étant très chanceux. Parce que je suis né avec un père qui était mon maître en même temps, mon enseignant de méditation. Donc quand j'étais jeune, mon père était très bon avec moi, il prenait soin de moi, mais en même temps, il était un guide. Il était capable de me guider d'une manière très douce. Pour moi, j'avais 2 ressentis envers lui, parce que d'un côté, c'était mon père, et de l'autre, c'était aussi mon maître, mon enseignant. Donc pour moi, ces 2 ressentis étaient en une seule personne. Quand j'étais jeune, j'étais pas un enfant très heureux, même si j'avais une très belle famille, très bonne famille. Et le lieu où j'habitais, les paysages, l'environnement étaient parfaits. Mais j'avais des crises de panique. Je demandais à ma mère, je voudrais demander à mon père qu'il m'enseigne des techniques de méditation, mais j'avais trop honte, je n'osais pas lui demander. Et je me sentais un peu trop jeune et que mon père n'allait pas vouloir m'enseigner la méditation. Je pensais être trop jeune. Et ma mère m'a encouragé à demander à mon père. Et au final, mon père m'a enseigné la méditation dès mon plus jeune âge. Et c'était très bien. Donc j'ai appris la méditation de mon père. Et en même temps, et un des conseils les plus importants que mon père m'a donné, c'est ne cherche pas à trouver du repos, du bonheur à l'extérieur. Tu veux trouver un bonheur durable, tu ne vas pas le trouver à l'extérieur. Tu vas le trouver à l'intérieur. Et c'était un conseil très important et très utile. Alors, suite à ces conseils que vous a donné votre père, vous avez suivi une première retraite à l'âge de 13 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Rinpoché ?
D'abord, j'ai appris la méditation de mon père donc au Népal, puis après, à l'âge de 11 ans, je me suis rendu en Inde au monastère de Sherabling. C'est le monastère de mon maître, Taisitu Rinpoche, c'est son monastère. Et il y avait une retraite de 3 ans traditionnelle qui allait débuter. Et je me suis dit, pour mes crises de panique, je vais aller en retraite. Et mes crises de panique se sont empirées la première année. Donc la première année a été très difficile, puis après j'ai pu m'accommoder avec ma panique et là ma retraite s'est très bien passée. Probablement une des meilleures périodes de ma vie. Vous avez poursuivi ensuite avec une retraite en solitaire de 4 ans cette fois-ci. Quelle a été la différence avec la retraite précédente? Comment est-ce que tout cela s'est déroulé, Rinpoche? Donc, par exemple, durant ma première retraite solitaire, pour pouvoir faire du feu, par exemple, il faut commencer avec un petit feu, avec protégé du vent, ainsi le feu peut se développer. Puis, quand vous avez un premier petit feu, un premier foyer, vous rajoutez du bois plus gros. Mais d'abord, il faut commencer par faire du feu. Donc, ma première retraite que j'ai faite en groupe lorsque j'avais 13 ans, c'est comme allumer le feu. Donc j'ai appris, parce que dans un premier temps, ma panique s'est aggravée, puis je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc je me suis dit à moi-même, ok, maintenant je vais accepter ma panique. Parce que ce que je suis en train de faire, j'essayais de me débarrasser de cette panique, et parfois, j'ai croyé à cette panique. Et je l'obéissais, je disais « Oui, monsieur, c'est bien de la panique ». Et puis je me battais contre cette panique. Et j'avais donc la panique d'avoir des paniques, j'avais peur de la panique. C'est un peu comme quand vous conduisez une voiture. Vous avez 2 choses, un accélérateur et le frein. Alors, oui, ma panique, c'est comme appuyer sur l'accélérateur. Non, j'en veux pas, c'est comme appuyer sur le frein. Parce qu'il y a 2 choses, il y a l'aversion et il y a l'attachement. Et j'ai simplement décidé de la laisser être, et je me suis accommodé. Je suis devenu ami avec cette panique, et cette panique est devenue mon enseignant, mon meilleur maître et mon meilleur ami. Et donc j'ai pu, à partir de là, faire quelques expériences de méditation. Donc ensuite, plus tard, je suis parti pour une retraite de 4 ans, ce qu'on appelle les retraites itinérantes, retraites solitaires. Donc pas d'amis, pas de protection, pas de nourriture, juste partir. Donc au début, c'était très difficile, parce que je mendiais la nourriture, et la nourriture était avariée. La nourriture était avariée, et avant, je vivais dans une très belle famille, dans une famille bouddhiste, du Dharma, et tout à coup, j'ai quitté ma zone de confort. Donc, en fait, mon corps est devenu tellement faible, j'ai failli mourir, mon corps s'est paralysé, je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien, ma respiration s'est pratiquement arrêtée, mais mon esprit était parfaitement en paix. Parce que ce que je faisais, c'était la méditation du moment de la mort, du passage de la mort. Il n'y avait plus de haut, plus de bas, tout était paisible, dans le bonheur, mais pas ce bonheur enthousiaste, simplement du bonheur serein. Après 7-8 heures dans cet état-là, je suis revenu. Tout était merveilleux. Tout était beau autour de moi. Même les rues sont devenues ma maison. Et je me sentais très bien dans la rue. Puis, je me suis senti assoiffé, donc je me suis levé, j'ai marché un peu et je me suis évanoui. Je me suis évanoui dans la rue et je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Quelqu'un m'a amené à l'hôpital et je me suis réveillé avec des perfusions. Alors, quelles sont les principales choses que vous avez apprises durant cette retraite, Rinpoche? Pendant cette retraite, le meilleur pour moi fut ce premier mois où j'ai failli mourir. Ça m'a été très utile parce que même si je méditais, j'avais une sorte de saisie, je n'arrivais pas à lâcher prise. Et ce lâcher prise est parvenu. J'ai lâché toute cette saisie et j'ai pu méditer n'importe où, n'importe quand.
Et j'ai réussi, j'ai découvert encore plus d'appréciation, de bienveillance dans la vie, de reconnaissance envers la vie. Et j'ai pu ainsi développer ma méditation. C'est un peu comme cet exemple où lorsque l'on a un premier feu, un premier foyer, lorsque l'on rajoute du bois, le feu devient plus puissant. Donc plus j'ai eu d'obstacles, plus j'ai eu de problèmes, plus la méditation s'est agrandie. Mais ça a été très très utile pour moi. Autre chose que j'ai appris est d'être beaucoup plus humain. Parce qu'avant, je ne savais pas beaucoup de choses de la vie. Mais j'ai appris à survivre par moi-même. Et c'est plein de choses que j'ai apprises que je n'avais pas apprises auparavant. Vous avez également fait de très belles rencontres, je crois, Rinpoché. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes, parfois des mendiants, parfois des ascètes, des sadhus. Parfois simplement des membres de famille. Parfois j'allais leur demander de la nourriture, on me donnait de la nourriture. Parfois j'allais dans les montagnes. De manière générale, l'été je l'ai passé dans les montagnes himalayennes, donc je marchais pendant 5 jours, 3 jours. Et en chemin, je mendiais la nourriture. Et les gens étaient très gentils, ils me donnaient à manger facilement. À part à quelques reprises où pendant 2-3 jours, je ne recevais pas de nourriture et là je buvais beaucoup d'eau. Mais la plupart du temps, lorsque j'avais épuisé toutes mes réserves de nourriture, je me disais « Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus rien à manger » et soudainement, quelqu'un arrivait et m'apportait à manger. Et les gens étaient plutôt gentils et accueillants. Et le retour n'est pas trop difficile, Rinpoché? Le premier jour, quand je suis rentré dans mon monastère à Bodh Gaya, d'habitude, je fais mon sac moi-même, mais tout à coup, je vois 4 bras autour de mon sac et des personnes voulaient m'aider. J'étais très heureux de revenir, j'étais très heureux de pouvoir rentrer, pouvoir enseigner, pouvoir partager mon expérience avec beaucoup de monde. Et justement, est-ce que cela a changé votre manière d'enseigner, Rinpoché? Oui, je pense que l'enseignement principal n'a pas changé. Ce que j'enseigne, c'est un enseignement qui a 2500 ans d'histoire, d'expérience, mais quelques exemples vont changer. Par exemple, maintenant, je porte plus d'intérêt aux expériences et aux personnalités des gens. Parce que parfois, une technique de méditation ne va pas marcher pour tout le monde, parce que chaque personne a une personnalité différente. Donc, je porte de l'intérêt particulier aux personnalités des gens, et aussi de la mise en action, c'est-à-dire d'amener la méditation dans la vie quotidienne, que ça devienne une partie intégrante de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui a légèrement changé. Alors c'est justement ce que nous verrons dans la suite de notre émission la semaine prochaine, qui sera plus précisément consacrée à la méditation et à ce que vous enseignez, Rinpoché. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, celui de notre invité Yongey Mingyur Rinpoché, Bonheur de la sagesse, publié au Lien qui libère, ainsi que 2 livres publiés tous les 2 aux éditions Claire Lumière. Tout d'abord, celui de Bokar Rinpoché, Un cœur sans limite, ainsi que L'ondée de sagesse, chant de la lignée Kagyu. C'est la fin de cette émission. Nous avons été très heureux de partager ces moments exceptionnels avec vous et nous vous proposons de nous retrouver la semaine prochaine pour la seconde partie de cet entretien avec Mingyur Rinpoché.